Madame, Messieurs, nous sommes très ravis de vous retrouver dans le cadre de cette émission RDC Environnement, votre magazine des questions environnementales et du développement durable. Cette production, comme vous le savez, de la rédaction de l'agence Galaxy Media. La grand-messe du climat, la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, s'est ouverte dimanche 6 novembre 2022 à la station balnéaire de Sharm el-Sheikh en Égypte. C'est le grand rendez-vous des États pour panser les plaies de la planète qui se meurt et qui risque de mourir davantage si l'on y prend garde. Le monde se réchauffe progressivement et il faut agir maintenant car demain, il risque d'être trop tard. Les pertes et dommages causés par les effets du changement climatique, une des thématiques inscrites à l'agenda officiel de ces travaux de la COP27. Sans plus tarder, je vous amène à Sharm el-Sheikh pour voir ce qui s'est passé dimanche et lundi lors de la cérémonie d'ouverture de ces assises. Regardez. Elle était attendue depuis 2 mois. Enfin, la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27 a effectivement ouvert ses portes le dimanche 6 novembre 2022. Sharm el-Sheikh, la ville égyptienne, accueille cette grand-messe du climat jusqu'au 18 novembre prochain. Plus de 196 pays ont convergé vers la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh entre une mer Rouge au coraux souffreteux et les portes du désert, selon RFI.fr, un an après la conférence climat de Glasgow, quelques 40 000 participants, dont des délégations, médias, ONG, experts, entreprises, observateurs, la société civile environnementale, tous venus de partout, à travers la planète. Tous veulent parler d'une seule voix pour éviter la catastrophe si l'on y prend garde, car le monde se réchauffe progressivement et il faut faire vite. Des assises d'une importance capitale pour l'avenir du monde, notamment en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique. Les participants vont pouvoir renforcer leurs engagements face à un réchauffement qui s'emballe de plus en plus et apporter un soutien financier conséquent aux pays en développement qui en souffrent le plus. L'ordre du jour était essentiellement technique puisqu'il s'agissait de définir les points qui seront abordés dans les négociations. Très attendu par les pays vulnérables, la question de l'indemnisation des dégâts causés par les catastrophes climatiques a été bien inscrite à l'agenda officiel pour la première fois, les pertes et dommages. Alok Sharma, président de la COP26 de Glasgow, devant passer le témoin à l'Égyptien Sameh Choukri, a indiqué à la cérémonie d'ouverture de la COP27, je cite, « Grâce à notre travail, nous avons achevé notre objectif. Nous avons gardé le 1,5 degré Celsius vivant, objectif et loi des reins de l'accord de Paris qui vise à contenir le réchauffement sous la barre de 2 degrés Celsius et idéalement à 1,5 degré Celsius. La présidence britannique a montré que des progrès sont possibles, arrivent et continuent, a-t-il dit, tout en reconnaissant l'échelle du défi qui reste devant nous. Alok Sharma a mis en avant que, grâce aux engagements pris en amont et pendant la COP26, les émissions en 2030 devraient baisser de 6 gigatonnes, soit l'équivalent de 12% des émissions annuelles globales. Face au réchauffement et à ses impacts qui s'accélèrent, l'humanité doit coopérer ou périr, a mis en garde Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU à la COP27, donnant un choix au monde entre la solidarité ou un suicide collectif, car, a-t-il dit, le monde va droit au suicide collectif si vous n'agissez pas vite et fort face à la crise climatique qui s'accélère. Si les autres crises passeront, le climat est la question déterminante de notre temps, qu'il serait inacceptable, scandaleux et autodestructeur de reléguer au second plan, a martelé Antonio Guterres. Comme le montrent déjà ces impacts catastrophiques qui se multiplient, inondations dévastatrices, canicules, sécheresses mettant à mal les récoltes. Pendant ces temps, les engagements actuels du pays sont pourtant loin d'être à la hauteur des objectifs de l'accord de Paris de 2015, pierre angulaire de la diplomatie climatique. À savoir contenir le réchauffement de la planète nettement sous
plus de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère péri-industrielle et si possible à plus 1,5 degrés Celsius. Prenons part à ces travaux de la COP27. Après avoir organisé avec succès les travaux préparatoires en 2 segments scientifiques et ministériels, la République démocratique du Congo est présente à travers une forte délégation avec à sa tête le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, représentant le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après la cérémonie d'ouverture des travaux, le chef du gouvernement a visité les différents stands de la République démocratique du Congo sous la houlette de la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaliba Massoudi. C'était l'occasion pour Jean-Michel Sama Lukonde de réaffirmer la position des pays solutions qu'occupe la République démocratique du Congo dans cette bataille contre les réchauffements climatiques, tout en vantant les immenses réserves en ressources naturelles que dispose le pays. À la COP27, Kinshasa entend présenter son plaidoyer pour le financement adéquat dont elle a besoin face aux enjeux climatiques, et cela au regard de sa position de pays solution. Dans la transition énergétique que nous voulons pour réduire justement et maintenir la température en termes d'augmentation à 1,5 degré, nous avons les éléments qui nous permettent d'assister cette transition économique, cette transition énergétique. Ça veut dire non seulement par les éléments que nous avons, le cobalt, le lithium et d'autres produits, mais au-delà de ça, d'avoir aussi justement le potentiel d'avoir des énergies vertes à travers notre pouvoir et justement tous ces cours d'eau que nous avons qui peuvent apporter cela. Donc tout ceci, nous le mettons en avant et c'est pour ça que nous sommes appelés pays solutions. Mais nous voulons que, à travers cet apport, surtout avec les pays pollueurs, nous ayons ces échanges clairs sur ces questions de finances du climat, sur ces questions des dommages qui sont posés, de manière à ce que nous trouvions des solutions pour nos populations rurales. Je l'ai mentionné. Et si nous sommes là en tant que dirigeants, c'est d'abord pour nos populations. C'est aussi une occasion de parler de ces zones qui sont aptes au conflit, ces parcs qui malheureusement sont remplis de ces groupes armés terroristes. Et donc ici, nos partenaires doivent aussi nous aider pour que nous puissions ramener la paix dans ces zones qui contribuent au climat mondial. Nous voulons apporter des solutions aussi pour nos populations rurales par rapport aux sacrifices qu'elles font pour le monde aujourd'hui dans cette question climatique. Et donc, l'affirmation s'est poursuivie parce que nous sommes partenaires de cette COP27, ayant accueilli, comme tout le monde le sait, les travaux préparatoires de cette COP. Nous étions avec vous, non seulement au niveau de Yangambi, avec les scientifiques, mais aussi au niveau de Kinshasa avec la session ministérielle. Et donc aujourd'hui c'est un accomplissement pour nous d'être ici à cette COP27 pour réaffirmer ce que nous avons toujours affirmé. Ça veut dire revenir sur notre potentiel en termes de captage de gaz carbonique. Je n'ai pas besoin de rappeler nos 155 millions d'hectares de forêt, nos 10 500 000 hectares de tourbières. Je n'ai pas besoin de rappeler notre potentiel hydraulique, parce que nous avons, comme on le sait, un potentiel d'eau douce qui représente 52% de l'Afrique et 10% mondial. Et lorsqu'on dit que nous sommes pays solutions, ce n'est pas seulement parce que c'est au niveau de ce captage, au niveau des gaz. Signalant que le Premier ministre a participé ce lundi 7 novembre 2022 au sommet de chefs d'État et de gouvernement, à savoir que l'Afrique est le continent le plus touché et les moins émetteurs aussi, avec seulement près de 3% des émissions globales de gaz à effet de serre. Hier comme aujourd'hui, les pays vulnérables réclament un mécanisme de financement spécifique auquel rechignent les plus riches qui craignent de voir leurs responsabilités mises en cause et argumentant sur la complexité du financement climatique.
Alors aujourd'hui, le lancement des travaux a été fait. La COP a débuté avec le passage de flambeau de présidence britannique à la présidence égyptienne. Il y a également eu la réunion de la conférence des partis se réunissant comme parti au protocole de Kyoto, la conférence des partis, la réunion des partis se réunissant comme parti à l'accord de Paris. Il a également débuté, donc il y a eu ces trois conférences qui ont débuté. Et ensuite, il y a eu le lancement également des sessions, des 56e sessions des organes subsidiaires. L'organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, l'organe subsidiaire de mise en œuvre. La présidence égyptienne, jusqu'à 4 h du matin la nuit dernière, a mené des consultations avec les différents partis, parce que plusieurs questions avaient été proposées pour être ajoutées à l'ordre du jour. Il y avait notamment le groupe africain qui demandait la reconnaissance des circonstances particulières de l'Afrique. Il y avait certains groupes qui voulaient rajouter une thématique portant sur le respect de 1,5 degré de hausse de température, de limitation de hausse de température. Le groupe des 77 et de la Chine a demandé un point à l'ordre du jour par rapport à la décision de la COP de Glasgow sur le doublement du financement de l'adaptation. Il y avait également une promotion qui avait été faite sur le financement des pertes et préjudices. La seule question qui a été rajoutée à l'ordre du jour est celle sur le financement des pertes et préjudices. Toutes les autres questions ont été prises en compte au sein de groupes de consultation sous l'égide de la présidence pour pouvoir voir quelle suite y accorder. Selon certaines analyses, la COP27 ne débouchera pas sur une décision. Les discussions devront donc se poursuivre à l'horizon 2024, ce qui exaspère certains militants qui réclamaient une décision de la COP27. Car la confiance sur ces dossiers est au plus bas entre pays du Nord et du Sud, les riches n'ayant toujours pas tenu leur engagement de fournir en 2020 aux plus pauvres les 100 milliards de dollars par an d'aide pour la réduction des émissions et l'adaptation aux effets du changement climatique. Comme je vous le disais tantôt, les volets des finances, notamment l'aide des pays riches aux plus pauvres, les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre, mais souvent pays le plus exposés aux impacts du changement climatique. Cette question a donc été au centre également des débats, ou laissera davantage. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui mène la barque de la République démocratique du Congo, pays solution à ses assises, a pris la parole lundi devant d'autres chefs d'État et de gouvernement. Il a plaidé pour l'allocation des moyens financiers conséquents en faveur des pays non pollueurs, mais qui contribuent en tout cas au maintien de l'équilibre de l'écosystème planétaire. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole au nom de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux présentes assises de la COP 27 qui se tiennent à Sharm el-Sheikh, en République arabe d'Égypte. Je tiens à remercier vivement le gouvernement égyptien pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation de la République démocratique du Congo. Je remercie également l'Organisation des Nations Unies pour l'organisation des présentes assises. Il y a une année, à Glasgow, nous avions défini une feuille de route d'opérationnalisation de l'accord de Paris dans la perspective de la décarbonation. À remercier M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République sœur d'Égypte, pour la confiance et le soutien témoigné à mon pays pour l'organisation de la pré-COP 27. Ces deux réunions rappellent au monde l'urgence d'améliorer un certain nombre de choses, dont notamment l'accès à la finance climat, ainsi que la hausse du prix de la tonne de carbone. J'en appelle donc à l'action unifiée pour concrétiser ce qu'on a convenu à Glasgow.
Pour clore mon propos, je reste convaincu qu'avec la mobilisation de toutes les parties prenantes et de tous les acteurs de développement, tant publics que privés, les présentes assises nous permettront d'agir au profit de la planète pour les générations présentes et futures. La grand-messe du climat ira donc jusqu'au 18 novembre prochain, certainement avec des recommandations, mais aussi des décisions qui doivent guider la vie de la planète en ce qui concerne le réchauffement climatique. Restons encore dans la COP27. Vous le savez, la République démocratique du Congo a organisé avec succès les travaux préparatoires de cette COP en partenariat avec la République arabe d'Égypte. Ces travaux tenus en 2 segments ici en République démocratique du Congo. Le premier, c'est le segment scientifique tenu à Yangambi dans la province de la Chopo. Le deuxième segment, c'est le segment ministériel tenu ici à Kinshasa. Nous allons faire un retour sur l'étape de Kinshasa qui avait comme thème « Unir les mondes dans la lutte contre le changement climatique ». C'était donc un pari gagné pour la République démocratique du Congo en sa qualité de pays solution au changement climatique, d'avoir organisé les travaux préparatoires de cette grand-messe du climat qui se tient depuis le 6 novembre en Égypte et qui va jusqu'au 18 novembre prochain. Images et commentaires. On n'y croyait peut-être pas, eh bien c'est fait. La RDC vient de gagner son pari en organisant en collaboration avec la République arabe d'Égypte les travaux préparatoires de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pré-COP 27. Du 3 au 5 octobre 2022, plus de 60 ministres de l'Environnement et du Climat, ainsi que des délégués des pays membres de la Convention sur le climat, des organisations de la société civile chargées des questions environnementales, climatiques et de développement durable, se sont donné rendez-vous à Kinshasa pour unir tous contre le changement climatique, ce fléau qui met à mal la survie et les économies de toute l'humanité. Eve Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, coordonnatrice du comité d'organisation de ces assises, a tenu le taureau par les cornes pour exiger aux pays pollueurs plus de responsabilités tout en énumérant les priorités de la RDC dans ce combat contre le changement climatique. La difficile cohabitation entre les questions de survie d'une part et celles relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'autre part. En effet, nous avons besoin d'exploiter nos ressources naturelles et trouver du pain à nos enfants, à nos petits-enfants. Mais sur la ligne de ces devoirs, il y a de plus en plus d'obstacles associés à la nécessité de réduire nos émissions. Que faire dans ces circonstances? Exploiter nos ressources et nourrir nos enfants et nos petits-enfants ou les contempler donc ces ressources, laisser mourir nos enfants et nos petits-enfants de faim parce que nous devons protéger l'environnement. 3 jours pour débattre des questions liées à l'adaptation aux impacts du changement climatique, celles relatives à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, à la finance climat et aux pertes et dommages. Parmi les catégories affectées par le changement climatique figurent les enfants. Leur message à la tribune était plus que pathétique. Si vous vous demandez sûrement pourquoi les enfants sont là le jour de l'ouverture des travaux préparatoires de la pré-COP en RDC, c'est parce que nous, les enfants, nous sommes les premières victimes du changement climatique et de la dégradation de l'environnement. Ils menacent nos droits à l'éducation, à la santé, à la nutrition et au développement. Il est donc indispensable que la voix des enfants soit entendue sur les enjeux climatiques et environnementaux. Droits de l'enfant et climat sont intimement liés. Si l'on veut que les personnes arrêtent ces activités, il faut une offre alternative qui soit faible en plaçant la RDC au cœur des préoccupations internationales en tant que pays solution et unir le monde face au changement climatique. Forêt, biodiversité, minerais stratégiques, des atouts pour la RDC. Pour le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, c'est fort de ces ressources que la République démocratique du Congo se présente dorénavant
comme ce slogan annoncé par le chef de l'État, comme pays solution à la crise climatique. Car elle offre déjà beaucoup et continuera de le faire à l'humanité en termes de contribution aux efforts globaux de lutte contre le changement climatique. Ainsi, la République démocratique du Congo pense qu'il est temps de se pencher sur des cas de cette nature, où la nécessité d'émettre pour assurer la survie de nos populations est confrontée à l'urgence de limiter les émissions de gaz à effet de serre. En tant que pays solution, la RDC mérite plus d'attention et a droit à une compensation juste et équitable pour continuer à offrir les services écosystémiques essentiels pour la survie de toute la planète. Dans un communiqué publié lundi 7 novembre 2022, Greenpeace accuse la vice-première ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, d'être impliquée dans une affaire d'accaparement des terres. Pour cette ONG internationale, Greenpeace donc, au moment où s'est ouverte la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, où la République démocratique du Congo se présente à nouveau comme pays solution à la crise climatique, Greenpeace Afrique publie donc cet exposé sur l'implication de la vice-première ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, dans cette affaire d'accaparement des terres dans la province de la Tchopo. Pour Greenpeace, un ordre de mission qu'elle a signé le 16 juillet dernier mandate une équipe d'arracher le consentement des communautés locales pour l'attribution de leurs terres ancestrales à une société américaine spécialisée dans les projets carbone. Voici la suite de cet exposé dans cette lecture de Naomi Makwela. Il y a un an, à la veille de la COP26, Mme Eve Bazaïba s'est vue contrainte de suspendre une opération dans la même zone menée en toute illégalité par la société TradLink qu'elle avait également soutenue. En appuyant cette nouvelle anarchie forestière avec toutes les irrégularités que cela comporte, la ministre a démontré une fois de plus son mépris de la loi congolaise, de la société civile ainsi que pour les communautés locales de sa propre circonscription électorale de Bassoko, a déclaré Irène Wabiwa, chef de la campagne Greenpeace Africa pour la forêt du bassin du Congo. L'affaire TradLink concernait une société de courtage qui, en septembre 2020, a su se faire attribuer illégalement 610 concessions de conservation assises sur une forêt grande comme la moitié de la Belgique. Deux d'entre elles se trouvaient dans la province de la Tchopo. En juillet 2022, les communautés du territoire des Bassoko reçoivent une visite inattendue d'une nouvelle mission d'entrepreneurs carbone sous escorte du ministère de l'Environnement venue leur promettre monts et merveilles. Une des deux concessions visitées par ERA Congo, filiale de Wildlife Walk, est bel et bien l'ancienne concession TradLink numéro 14. Madame Eve Bazaïba semble avoir pris l'initiative à la filer tout simplement à une autre société sans pourtant l'avoir définitivement annulée. Greenpeace Afrique appelle les présidents de la République d'ordonner une enquête urgente pour établir les responsables de tous ceux, y compris la ministre Eve Bazaïba, impliqués dans cette affaire et d'assurer que les sanctions soient appliquées selon la rigueur de la loi, conclut Irène Wabiwa. L'épisode en dit long sur l'attitude réelle du gouvernement à l'égard des Congolais qui seront sur la ligne des mires de l'industrie si et quand le moratoire sur les nouvelles concessions forestières sera levé. Il est probable que cela se produira plus tôt que prévu grâce au feu vert donné par les donateurs il y a un an lors de la COP26 à Glasgow. Voilà, vous avez reconnu la voix de Geneviève Mizegele et non Naomi Makwela. Comment le réchauffement climatique va bouleverser l'humanité? C'est le titre d'un documentaire réalisé par le groupe Le Monde sous l'appellation du Réveilleur. Quelles sont les conséquences d'un dérèglement climatique d'1 degré Celsius, de 2 degrés, de 3 degrés, voire de 4 degrés Celsius d'augmentation des températures sur la croûte terrestre? Voici la réponse dans ce document de nos confrères du Monde. Suivez-en un extrait.
1 degré, 2 degrés, 2 degrés et demi, 4 degrés. Au cours du siècle à venir, la température de la planète va continuer de monter. Plus les émissions de gaz à effet de serre seront importantes, plus la hausse sera forte. Mais en quoi est-ce un problème ? Pourquoi doit-on se soucier de quelques degrés de plus ? Parce que le changement climatique menace les infrastructures où nous vivons. L'agriculture qui nous nourrit, et il peut nous tuer de plusieurs manières. On le sait, la température globale a déjà commencé à grimper. En l'espace de 40 ans, elle a augmenté d'1 degré. Cette température globale est une construction mathématique. C'est la moyenne sur l'ensemble de la planète des températures de l'air proche de la surface. Si on sépare l'évolution sur les terres et les océans, on voit que les continents se réchauffent bien plus vite. Et si on regarde l'évolution des températures entre cette période et celle-ci, voilà ce que ça donne sur une carte. On voit que les continents, en rouge plus sombre, se sont davantage réchauffés que les océans en jaune. Mais on voit également qu'une région comme l'Arctique est plus touchée que l'Afrique. Dans quelques zones assez réduites, en bleu, la température moyenne a en revanche diminué. L'augmentation des températures n'est donc pas la même partout. Mais elle n'est pas non plus la même tout le temps. Prenons ce graphique. Il montre la distribution de l'anomalie de température pendant l'été dans l'hémisphère nord entre 1951 et 1980. Voilà ce que ça veut dire. Si un été correspond aux normales saisonnières, il va se retrouver au milieu de cette courbe. Si un été est plus chaud en moyenne, il va se retrouver de ce côté. Et s'il est plus froid, de l'autre côté. Avec le changement climatique, les normales de saison augmentent au fil du temps. Mais on voit aussi que cette distribution s'aplatit. Résultat, il y a plus d'étés anormalement chauds. Et leur température augmente plus vite que la moyenne. Et ces étés très chauds, tout à droite, s'accompagnent souvent de canicules qui sont de plus en plus fréquentes, sévères et longues. Or, en plus d'être particulièrement pénibles, les canicules peuvent tuer. Sur ce graphique de la mortalité française annuelle, on observe un pic, ici, sur la courbe de 2003. Ce sont les 15 000 personnes mortes de la canicule cette année-là. En tout, en Europe, cette vague de chaleur a tué 70 000 personnes. Depuis 2003, on a appris à vivre avec ces canicules. On recommande de limiter les activités physiques, de rester au frais et surtout de boire beaucoup d'eau. Et s'il faut boire beaucoup, c'est pour une raison simple. Quand il fait chaud, le corps a besoin d'eau pour transpirer. Car c'est l'évaporation de cette transpiration qui permet de nous refroidir. Cette évaporation va dépendre de l'humidité de l'air. Si l'air est très sec, la transpiration peut facilement s'évaporer. Mais si l'air est saturé en vapeur d'eau, elle ne peut pas s'évaporer. Il devient alors impossible pour le corps de se refroidir. Pour avoir un repère, un être humain, dans un environnement à 35 degrés saturé en humidité, meurt en quelques heures. En analysant les conditions d'humidité et de température ayant tué des humains par le passé, des chercheurs ont mis au point cette courbe. Les conditions à droite de cette courbe induisent presque toujours une surmortalité. Des vagues de chaleur mortelles peuvent aussi survenir à gauche, mais dans ces conditions, ce n'est pas systématique. On voit que plus l'air est humide, moins la température est supportable. Les chercheurs ont ensuite regardé le nombre de jours dans l'année où les conditions de température et d'humidité étaient à la droite de cette courbe, et donc mortelles.
On voit qu'aujourd'hui, il y a déjà certaines régions du monde qui connaissent ces événements, mais pour un nombre de jours limité. En faisant la même analyse pour différents scénarios d'augmentation de température, on voit, sans surprise, que le nombre de jours où les conditions sont mortelles augmente. Madame, Monsieur, la semaine prochaine, nous reviendrons dans cette émission avec d'autres péripéties de la 27e conférence des partis sur le climat de Sharm el-Sheikh en Égypte. Merci à Muriel Makesse, Geneviève Mizegele, Guilhem Ouzembe et à Christian Kenina. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement qui ne doit pas brûler, parce que si cet environnement brûle comme il l'est maintenant, c'est nous tous qui allons brûler. Au revoir et à très bientôt pour d'autres informations environnementales de la République démocratique du Congo et d'ailleurs à travers le monde. Au revoir et à très bientôt.